Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à un test de matériel, une fois n'est pas coutume, puisque nous allons tester un NAS, une fois n'est pas coutume non plus, de chez Synology, histoire de changer, un DS223. Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers de la marque Synology, sachez que les références normales constituent un, on va dire, milieu de gamme grand public PME de la marque, dont les gammes se décomposent en séries Plus, Play, Normal, J et SE, de la plus performante à la moins performante. Les performances d'un DS de série classique s'adressent donc aux personnes qui veulent faire un usage plutôt important de leur NAS, essentiellement avec de bons débits et des paquets plutôt légers, avec un nombre pas trop important d'utilisateurs connectés en même temps, et pas du tout ou très peu de virtualisation. Découvrons donc ce 223 dans un test complet, et ce que l'on peut espérer lui demander, et ce qu'il ne faudra pas lui demander parce qu'il ne saura pas le faire correctement. Alors, découvrons d'abord l'aspect extérieur de ce NAS et les différents éléments qui le composent. Le châssis est strictement le même que celui du 220 ou du 218 avant lui, avec 16,5 cm de haut, 10,8 de large pour 23,3 de profondeur. Synology conserve donc ici le form factor inauguré avec le DS212 si mes souvenirs sont bons. On retrouve sur la face avant la série du NAS, le bouton d'allumage et d'extinction, un port USB 3.2 Gen 1, norme utilisée sur l'ensemble de la gamme, un bouton de copie en un clic, les deux baies de disque dur dissimulées derrière une façade clipsable biton, noir mat et noir glossy, toujours aussi stylé je trouve, et les LED de statut, LAN et disque 1 et 2. Les LED sont très bien placées sur ce châssis puisqu'elles sont visibles sous tous les angles, à gauche comme à droite, ce qui est pratique pour un NAS placé sur un bureau. Elle dispose bien sûr de 3 niveaux de luminosité et de la possibilité d'être éteinte, ainsi que de la possibilité de planifier les horaires où elles sont allumées ou non. Les bips de statut et de défaut sont toujours bien sûr désactivables. Les baies continuent de signaler leur numéro par un 1 ou un 2 avec des points imprimés directement sur le châssis. Elles sont munies du système de fixation sans outils pour les disques 3,5 pouces, bénéficient de Silent Block pour limiter les vibrations et d'une fermeture par simple clips. Il est bien sûr possible de remplacer les disques durs à chaud. Cependant, ce système d'extraction nécessite d'avoir les deux mains libres pour être activé, là où certains systèmes Synology permettent de n'avoir qu'une seule main à utiliser. Sur la face arrière, nous retrouvons un port réseau gigabit, donc toujours aucune connectique à 2,5, 5 ou 10 gigabits sur ce niveau de gamme, même en option, deux ports USB 3.2 Gen 1, un connecteur anti-vol, un bouton reset et le traditionnel ventilateur de 92 mm. Ici encore, tout est exactement comme ses prédécesseurs. Notez que ce NAS ne dispose d'aucun port pour baie d'extension, d'aucun port NVMe pour utiliser des disques SSD, ni même de possibilité d'étendre la RAM, toutes ces options étant réservées aux gammes Plus. Comme à l'accoutumée, il repose sur de gros patins antidérapants et anti-vibration, ce qui est une bonne chose si vous devez le mettre sur une baie ou quelque chose en métal qui pourrait transmettre des vibrations. Enfin, la bonne circulation de l'air est toujours assurée par des ouvertures sur les côtés, au nom de la marque. Ceci implique donc de laisser de l'espace à l'arrière, mais aussi sur les côtés du NAS pour une ventilation optimale. Il faudra donc y penser lors de votre installation. Et tant que nous parlons de la ventilation, le 223 est toujours compatible avec 3 vitesses de ventilation, appelées par Synology calme, frais et plein régime. Il n'est toujours pas prévu d'adapter la ventilation à une température cible de façon dynamique. Les modes calme et frais restent moins audibles que le grattement des disques durs fournis par Synology, alors que le mode plein régime, lui, est quand même particulièrement bruyant et est à réserver aux salles informatiques dédiées ou à des baies plutôt fermées. À l'intérieur, on reste là encore sur du très classique et les évolutions sont plutôt douces par rapport à son prédécesseur qui était le DS218. On retrouve tout d'abord un processeur Realtek RTD 1619. Ce dernier offre environ 20% de puissance brute en plus par rapport au RTD 1296 du DS218. Dans les faits, cette hausse de performance sera imperceptible et si vous avez un DS218, inutile de le renouveler par ce DS223, sauf à ce que certains paquets spécifiques vous manquent ou que vous cherchiez à améliorer vos débits. Les utilisateurs de DS216 ou 214 gagneront par contre une possibilité de transcodage logiciel avec Plex, enfin bientôt, mais on va y revenir au fil du test, qui peut être utile de temps à autre, même si je continue de conseiller d'autres façons de faire, mais là aussi, nous y reviendrons lors du test. Il est épaulé de 2 Go de DDR4 non ECC et donc non extensible comme je vous l'indiquais plus tôt. Ce point est vraiment très important à prendre en compte selon les usages auxquels vous destinez votre NAS. Car il faut être honnête, 2 Go montrent très rapidement leurs limites selon les usages que vous souhaitez en faire. Côté consommation, Synology annonce une consommation de 17,3 watts en utilisation.
Dans les faits, équipé de 2 Synology HAT 5300 de 4 Tera, le NAS a consommé jusqu'à 18 watts lorsque le processeur et les disques étaient fortement sollicités. À l'erreur de mesure près, on est donc totalement sur ce canon Synology en la matière. Le coût d'usage électrique de ce NAS sera donc d'environ 2,5 € par mois en usage intensif 24/24 au coût actuel de l'électricité en France. Ce NAS peut accueillir jusqu'à 2 disques durs d'un maximum de 18 Tera chacun, proposant ainsi un espace de stockage possible de 36 Tera en RAID 0 ou en JBOD, ou de 18 Tera en RAID 1 ou en SHR. Je vous invite à aller voir cette vidéo sur les différents RAID si vous n'êtes pas familier à ce sujet, ce qui vous expliquera toutes les diverses formes de RAID et leurs avantages et inconvénients. Souvenez-vous que la reconstruction d'un RAID avec de telles quantités de données peut être très longue, surtout avec un seul disque pour réinjecter les données. Un second NAS de sauvegarde ou une sauvegarde cloud ou une sauvegarde externe sur un support de votre choix, des fichiers les plus critiques semblent donc être un minimum. En termes d'installation, on reste sur l'installation classique de Synology. On se connecte via une interface web, on peut migrer ses données depuis un NAS plus ancien facilement, ou si on démarre de zéro, on se retrouve accompagné pas à pas pour créer son premier compte utilisateur et son premier volume. Attention toutefois, si vous venez d'un NAS qui ne prenait pas en charge le BTRFS et que vous souhaitez profiter de toutes les sécurités offertes par ce format de fichier, comme par exemple l'auto-réparation des données corrompues ou encore les snapshots rapides et flexibles. Il faudra dans ce cas effectuer une sauvegarde intégrale de vos données et repartir de zéro, puisqu'il n'y a rien à l'heure actuelle qui permette de convertir une partition EXT4 en une partition BTRFS sans perdre les données qui s'y trouvent, puisqu'il va falloir faire un formatage complet des disques. Le NAS a été utilisable environ 5 minutes après la mise sous tension, lancement et premier paramétrage compris, ce qui est donc excellent. Par contre, la synchronisation de mon RAID de 2 disques en SHR, les 2 disques de 4 Tera, avec vérification des disques, a pris pour se finaliser un peu plus de 6 heures. Durant cette période, vous pouvez parfaitement utiliser votre NAS, mais les performances seront réduites à cause de la synchronisation et de la vérification des secteurs. Je vous rappelle mon protocole de test. Les données sont envoyées depuis un PC performant AMD 5950X, 128 Go de DDR4, Full SSD NVMe, via l'explorateur de fichiers Windows et le protocole SMB. Ces données sont hébergées sur un RAM disk afin de garantir des performances sans faille et sans commune mesure avec tout ce que les disques classiques peuvent faire. Benché, il permet d'atteindre des débits de 25 Go par seconde sur les gros fichiers et maintient des débits à plus de 2 Go par seconde sur des petits fichiers de 4 kilo, ce qui est donc, comme je le disais, bien plus que ce que n'importe quel NAS et n'importe quel disque dur, même SSD classique, peut gérer actuellement. Cela permet de s'assurer donc que les débits relevés ne sont pas limités par le PC, mais uniquement par le NAS, et éventuellement la connexion réseau pour les gros fichiers. J'effectue ensuite 4 tests avec la même cohorte de fichiers pour chaque test de NAS. Une cohorte de 2700 fichiers de 64 kg, une cohorte de 659 fichiers de 1 MB, une cohorte de 136 fichiers de 50 MB, et enfin une dernière cohorte de 4 fichiers de plus de 1 Go. À chaque fois, le test est effectué en lecture, c'est-à-dire envoi des données du NAS vers le RAM disque du PC, et en écriture, donc envoi des données du RAM disque vers le NAS. Et chaque cohorte est envoyée et reçue 5 fois, afin de moyenner les résultats et éliminer les mini-fluctuations que peut rencontrer le réseau ou que n'importe quoi pourrait créer. Le cache en écriture des disques est laissé actif, mais les débits sont ceux qui restent maintenus même après la saturation du cache, les cohortes de fichiers étant suffisamment dimensionnées pour permettre cette saturation sur chaque taille de fichier testé. Enfin, le test est fait avec un dossier non chiffré et un dossier chiffré, afin de voir comment se comporte le NAS en présence d'un chiffrement, et s'il parvient, ou non évidemment, à maintenir ses performances. On obtient donc les résultats suivants que je vous ai remis pour plus de clarté dans un petit graphique comme d'habitude. On voit que sur les gros fichiers de plus de 1 Go, comme toujours sur les NAS récents, la connexion gigabit est facilement saturée et que même des fichiers plus conventionnels de 50 MB environ permettent une quasi-saturation de la bande passante. Les résultats sur les fichiers de 1 MB sont également très bons, même s'ils restent, et on pouvait malheureusement s'en douter, inférieurs à ceux proposés par les séries Plus testées également sur cette chaîne, et si cela vous intéresse, que l'on retrouve ici en fiche. On voit ici les limitations du processeur Realtek face à un Ryzen 1600 bien plus véloce en la matière. Même combat pour les minuscules fichiers de 64 kilo, où les performances sont correctes et conformes à ce que l'on peut attendre sur cette gamme, mais largement inférieures au débit offert par les séries Plus. Le chiffrement de mon dossier non chiffré a pris au NAS environ 12 minutes, ce qui est une performance extrêmement moyenne et bien supérieure au chiffrement des données directement transférées par le réseau sur un dossier préalablement chiffré. Chiffrement qui d'ailleurs n'impacte pas les performances du transfert de données puisque, avec ou sans chiffrement, on a sensiblement les mêmes débits. La copie des fichiers en interne s'est montrée plutôt molle avec des débits autour de 150 mégaoctets par seconde sur les plus gros fichiers, soit à peine mieux que les performances de transfert au travers du réseau.
Les plus petits fichiers de 64 kg sont quant à eux copiés autour de 20 mégas par seconde, ce qui pour le coup là est bien plus performant que par le réseau. Par ailleurs, en lecture-écriture simultanée de gros fichiers, les performances restent excellentes puisque en envoyant et en recevant des gros fichiers en même temps, j'ai eu 95 mégas en lecture pendant qu'il arrivait à écrire simultanément à 105 mégaoctets par seconde. Les disques Synology sont beaucoup plus bruyants que les disques WD-Red Pro que j'utilise à titre personnel. Ils grattent vraiment beaucoup et bruyamment, ce qui rend l'usage du NAS compliqué à envisager dans une pièce de vie. Cependant, leurs performances sont quand même excellentes. En termes d'usage, il est possible sans souci de lire plusieurs sources vidéo 4K en simultané si c'est le périphérique de lecture qui assure le décodage ou le transcodage du fichier. Puisque dans ce cas, le NAS s'occupe uniquement d'envoyer des données brutes. C'est d'ailleurs l'usage que je vous recommande pour obtenir des performances stables avec tout type de fichiers. Utilisez les NAS uniquement pour le stockage et confiez le décodage à votre PC via un Kodi ou un MPC-HC, à votre smartphone ou votre tablette via un NX-Player ou encore à une Shield via un Kodi. Vous serez bien plus sûr que tous les fichiers puissent être lus, y compris avec plusieurs flux, y compris avec des fichiers en grosse qualité, type 4K HDR avec un haut bitrate. Pour les cas de transcodage, il m'a été impossible de lire les 4 fichiers 4K testés avec Video Station. La lecture en Full HD a fonctionné sans souci. Ça, c'est avec Video Station, sur lequel Synology devrait vraiment faire de gros efforts. Et sur Plex alors? Eh bien pour le moment, le paquet n'est tout simplement pas disponible, car Plex ne prend pas encore en charge le DS223 au moment où je réalise le test. Et c'est d'ailleurs confirmé par la liste officielle de compatibilité. Mais le processeur étant très proche de celui équipant les séries J de 2020, nous devrions avoir prochainement une prise en charge de Plex avec un transcodage logiciel possible. Cependant, je vais être très honnête, n'attendez pas de miracle en la matière avec un tel processeur. Le transcodage 4K, s'il fonctionne, sera sans aucun doute au prix de gros lags. Je ne peux donc qu'insister sur le fait de confier le décodage au périphérique de lecture et non au NAS pour plus de sérénité. Pour ceux qui découvrent Synology et même les NAS avec cette vidéo de test, je ne vais pas redétailler tous les paquets testés pour la sauvegarde, l'hébergement de sites ou les galeries photos par exemple. Je vous renvoie vers cette vidéo sur les usages possibles d'un NAS. Sachez tout simplement que de toutes les fonctions testées, j'ai pu les exécuter dans une fluidité correcte, que ce soit pour la sauvegarde, pour les sites auto-hébergés ou pour du travail sur des documents collaboratifs via la suite intégrée. N'espérez cependant pas faire tourner de VM, Docker étant tout simplement incompatible et les 2 Go de RAM non extensibles étant bien insuffisants pour envisager un tel usage de manière performante et sereine. Bref, pour ma part et sur des usages standards, même avec plusieurs utilisateurs, ce 223 me semble être prêt à affronter à peu près tout ce que vous lui demanderez, tant qu'il ne s'agit pas de transcoder des vidéos ou d'exécuter des machines virtuelles. Pour conclure, ce DS223 est une douce évolution du DS218 qui, après 5 ans, nécessitait clairement d'être mis à jour. Travail collaboratif, tâches de sauvegarde multiples, auto-hébergement de sites un peu intensif, il répondra à l'ensemble de ses besoins sans souci et pour un prix accessible, puisqu'on parvient à le trouver à peine plus de 300 € nus. Les débits et la charge de travail possible sont très bons et suffiront aux usages quotidiens d'une famille ou d'un petit groupe de travail. Le tout est comme toujours intégré à l'excellente interface de Synology et à la possibilité de faire appel à leur support technique qui lui aussi est plutôt bon. Notez également que Synology propose une garantie étendue à 4 ans avec remplacement rapide en cas de défaillance, au lieu des 2 normales, pour 26,99 € pour peu que vous enregistriez votre produit comme proposé lors de sa première installation. On peut cependant regretter qu'au regard de la fiabilité de ses produits, de son image de leader sur le marché et du prix de ses produits, cette extension ne soit pas proposée gratuitement. Car, dans les faits, elle ferait une vraie différence concurrentielle et ne coûterait pas grand-chose à la marque dont les produits sont d'une fiabilité extrême. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses et vous aidera dans le choix de votre futur NAS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître un peu la musique. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous avez Tipeee, Utip, le bouton rejoindre sous la vidéo et la boutique qui sont en description et qui permettent d'avoir des avantages exclusifs ou des goodies en échange de l'argent que vous allez me donner. Donc moi, ça me permet d'avoir d'un peu plus de sous pour développer mes projets et vous d'avoir des avantages exclusifs que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.